Je m'appelle Asia Forester et j'ai 32 ans. Il y a 3 semaines, au mariage de ma sœur, ma tante s'est saoulée et m'a révélé que ma mère avait jeté ma lettre d'acceptation de Columbia il y a 14 ans et que tout le monde à table le savait déjà. J'ai regardé ma mère de l'autre côté de la salle de réception. Elle n'a pas bronché. Elle n'a pas présenté d'excuses. Elle a souri. Et puis elle a prononcé 5 mots qui ont défait 14 années de silence: tu n'aurais pas tenu un semestre. J'avais passé la moitié de ma vie à croire que je n'étais pas assez bien, que j'avais visé trop haut et que l'univers m'avait corrigé. Il s'est avéré que ce n'était pas l'univers. C'était ma mère, une boîte aux lettres et une poubelle. Ce que j'ai sorti de mon sac ce soir-là a fait disparaître son sourire. Mais j'y reviendrai. Si vous regardez ceci, merci de vous abonner et de me dire d'où vous me regardez. Maintenant, laissez-moi vous ramener en 2012, au printemps où j'étais censé partir pour New York. Dernière année de lycée, Ridgemont High, une école si petite que votre moyenne était l'affaire de tout le monde. La mienne était de 3,9. Je travaillais les vendredis et samedis soirs chez Sal's Pizzeria pour $6 de leur plus les pourboires, et j'économisais chaque centime parce que je savais que personne n'économisait rien pour moi. Ma mère, Diane, avait un système. Il y avait Brooke, ma petite sœur, qui avait 14 ans à l'époque, et il y avait moi. Brooke avait des cours de violoncelle. Brooke avait un professeur particulier pour le SAT. Brooke avait un conseiller d'orientation universitaire qui facturait $200 de l'heure et venait chez nous avec des classeurs codés par couleur. Moi, j'ai eu une pile de brochures d'établissements communautaires posées sur mon lit un après-midi, sans un mot. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement postulé à Columbia dans son dos. J'ai rédigé ma dissertation à la bibliothèque publique après mes shifts chez Sal's. J'ai payé les frais de candidature avec mes pourboires, $63 et des billets de 5 et d'un froissé fourré dans une enveloppe. Je n'ai rien dit à ma mère parce que je savais déjà ce qu'elle dirait. Elle l'avait dit 100 fois de 100 façons différentes: tu es le genre de fille qui reste dans le coin, Asia. Ce n'est pas une insulte. C'est juste qui tu es. Elle le disait comme si elle décrivait la météo, comme si elle lisait un fait au dos d'une boîte de céréales. Le problème, c'est que j'ai presque fini par la croire. Presque. Mais quelque chose d'obstiné en moi, quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à éradiquer, a rempli ses formulaires de candidature et a glissé cette enveloppe dans la boîte aux lettres du bureau de poste sur la route 9, là où elle ne pouvait pas l'intercepter. Je ne l'ai pas dit non plus à Brooke. Pas parce que je ne lui faisais pas confiance. Elle avait 14 ans. Elle pensait encore que maman était juste. Et Diane, elle avait sa propre phrase pour expliquer la différence entre nous. Elle disait aux parents à Thanksgiving, à l'église, à l'épicerie: Brooke a du potentiel. Acacia a de la stabilité. Stabilité. Comme si j'étais un meuble. Avril 2012. Chaque jour après l'école, je vérifiais la boîte aux lettres avant d'entrer dans la maison. Chaque jour elle était vide ou remplie de choses adressées à Diane Forester. Diane Forester. Diane Forester. Notre boîte aux lettres se trouvait au bout de l'allée, une vieille chose verte rouillée avec un drapeau qui ne se tenait jamais droit. Ma mère rentrait de son travail au bureau du district scolaire à 15h15. Je descendais du bus à 15h40. 25 minutes. C'était tout l'avance dont elle avait besoin. Je ne le savais pas à l'époque. Je savais seulement que la lettre n'arrivait jamais. Un soir, je me suis assise à la table de la cuisine et je lui ai demandé franchement: est-ce que quelque chose est arrivé de Colia? Elle a à peine levé les yeux de la circulaire des courses. Rien n'est arrivé. Je suis désolé, ma chérie. C'est peut-être mieux comme ça. Je suis monté à l'étage et j'ai pleuré dans mon oreiller, la porte fermée. Elle n'est pas venue me voir. Je l'entendais en bas au téléphone, la porte de sa chambre qui se refermait, sa voix basse et rapide. À l'époque, j'ai pensé qu'elle parlait à une amie. Je n'y ai plus repensé pendant 14 ans. Le lendemain matin, une pile de brochures d'établissements communautaires fraîchement imprimées était posée sur le comptoir de la cuisine à côté de mon bol de céréales. Tri-County Community College, Ridgemont Valley Technical Institute. Couverture colorée, étudiants souriants, frais de scolarité entourés au stylo rouge. Elle les avait imprimés la veille au soir. Pendant que je pleurais à l'étage, elle était devant l'ordinateur en train d'imprimer mon plan de secours. Je me suis inscrite à Tri-County en août.
Je me suis dit que c'était temporaire. Je me suis dit que je transférerais plus tard. Et pendant un temps, je me le suis répété, jusqu'à ce que la phrase devienne de plus en plus faible, et qu'un jour je m'arrête complètement. Je n'ai pas lutté. Je n'ai pas appelé pour vérifier. J'avais 18 ans et ma mère m'avait dit que je n'étais pas assez bien. Et je l'ai cru. Laissez-moi compresser ces 14 années en ce qu'elles ont vraiment ressenti. Une longue et lente montée d'un escalier dont on vous avait dit qu'il menait à une impasse. 2 ans à Tri-County, puis transfert à Penn State Harrisburg. Diplômé en gestion de projet avec $38 000 de prêts étudiants. J'ai trouvé un emploi d'assistante administrative dans une entreprise de construction de taille moyenne. Je répondais au téléphone, je classais les permis, j'ai appris à lire les plans parce que personne ne m'avait dit que je ne pouvais pas. À 26 ans, j'étais coordinatrice de projet. À 29 ans, chef de projet. À 31 ans, chef de projet senior supervisant des constructions résidentielles de 3 à 4 millions de dollars chacune. J'ai acheté une petite maison avec un jardin à 15 minutes de là où j'ai grandi. Je payais mon hypothèque moi-même. Je tondais ma pelouse moi-même. Et chaque fois que j'atteignais un jalon, chaque augmentation, chaque promotion, chaque clôture de projet, ma mère trouvait un moyen de le reformuler. C'est bien, Aka. Brooke vient d'être promue coordinatrice marketing chez Palmer & West. N'est-ce pas merveilleux? Tu as acheté une maison. Tant mieux pour toi. Brooke regarde des maisons dans le quartier Fielcrest. Un bien plus beau quartier. Ce n'était pas qu'elle m'insultait ouvertement. Elle s'assurait simplement que je connaissais le score. Et sur ce tableau, Brooke avait toujours 2 points d'avance. Pas parce que Brooke l'avait mérité, mais parce que ma mère déplaçait constamment les poteaux de but. Je n'en voulais pas à Brooke. C'était ma petite sœur. Elle travaillait dur à sa manière. Ce que je ressentais, c'était du ressentiment envers moi-même pour ne pas avoir été assez bien, pour ne pas être entrée à Columbia, pour être le genre de fille qui reste dans le coin. Cette conviction est restée dans ma poitrine comme une pierre pendant 14 ans. Et puis il y a 6 mois, quelque chose a changé, mais j'y reviendrai. Brooke m'a appelé un mardi de mars. Elle allait se marier. Kyle Maddox, un type bien, qui travaillait dans la vente pharmaceutique, souriait un peu trop, mais sincèrement. Elle voulait que je sois demoiselle d'honneur. Pas demoiselle d'honneur principale, ai-je dit, à moitié en plaisantant. Maman gère la plupart de l'organisation, donc elle s'est un peu attribué ce rôle. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'ai dit oui parce que j'aimais Brooke. J'ai dit oui parce que c'est ce que font les grandes sœurs. 2 jours plus tard, ma mère m'a appelé, non pas pour me féliciter d'avoir été choisie, non pas pour discuter, mais pour gérer. Aka, il faut que tu comprennes quelque chose. C'est le jour de Brooke. Ne fais pas en sorte que ça tourne autour de toi. Je n'ai rien fait, maman. Je sais comment tu peux être. Comment je peux être. La phrase qu'elle utilisait depuis que j'avais 12 ans. Chaque fois que j'avais une opinion, une limite, une pensée qu'elle n'avait pas préapprouvée, comment tu peux être, comme si exister avec une colonne vertébrale était un défaut de caractère. Elle m'a aussi informé que je porterais du vert sauge, et non le rose poussiéreux que portaient les autres demoiselles d'honneur, parce que c'est mieux pour ton teint, une couleur différente, mise à part, contrôlée jusqu'au nombre de fils. J'ai raccroché et je suis restée assise longtemps dans ma cuisine. J'ai pensé à chaque fête, chaque anniversaire, chaque dîner de famille où j'étais venu, où j'avais souri et joué mon rôle. La fille fiable, la fille stable, celle qui n'avait besoin de rien parce qu'on l'avait entraînée à ne rien demander. J'avais 32 ans. Je gérais des projets de construction de 4 millions de dollars. Je coordonnais des équipes de 30 personnes. Je résolvais des problèmes sous pression de délai chaque semaine. Et ma mère me traitait encore comme une fille à qui on devait dire quelle couleur porteur. Voici ce que j'ai commencé à comprendre dans les semaines précédant le mariage. Le problème n'était pas seulement ma mère. Le problème, c'était moi, ou plus précisément, l'histoire que je portais. Je venais d'être promu chef de projet senior. Mon patron, Gérald, m'a prise à part après l'annonce et m'a dit, tu devrais présenter le projet Colton Ridge au conseil le trimestre prochain. Ma première pensée, je ne suis pas qualifié pour ça. Ma deuxième pensée, d'où est-ce que ça vient? J'avais les chiffres. J'avais les résultats.
J'avais terminé un projet sous budget et en avance sur le planning pour la première fois dans l'histoire de notre division. Mais quelque part entre mon cerveau et ma bouche, il y avait un mur, une voix, la voix de ma mère précisément, qui disait « Tu es le genre de fille qui reste dans le coin ». C'est là que ça m'a frappé. Clair, dur, comme quand on marche dans une porte en verre. Le mensonge n'était pas seulement à propos de Columbia. Le mensonge était structurel. Il avait façonné tout le reste. La façon dont je doutais de moi en réunion. La façon dont je repoussais les compliments. La façon dont je tressaillais chaque fois que quelqu'un me demandait où j'avais fait mes études, comme si Tri-County et Penn State Harrisburg étaient des confessions plutôt que des accomplissements. Si je restais silencieuse. Si je continuais à jouer le rôle que ma mère avait écrit pour moi. Je perdrais encore 14 ans. Je continuerais à me rapetisser dans les salles de conseil. Je continuerais à m'excuser de prendre de la place. Je continuerais à vivre dans une histoire inventée par quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas me le permettre. Pas financièrement. J'allais bien financièrement, mais quelque chose de plus cher que l'argent était dépensé, et j'étais en train d'en manquer. 6 mois avant le mariage, j'avais pris une décision qui me terrifiait. Une décision que je n'avais dite à personne. Ni à ma mère, ni à Brooke, ni même à ma meilleure amie. Je n'étais pas encore prête à en parler, mais elle était dans mon sac. Le dîner de répétition avait lieu au country club la veille du mariage. Nappe pâle, bougie qui sentait la vanille. 80 personnes dans une salle prévue pour 60. Ma mère s'est levée pour porter un toast. Elle tenait sa coupe de champagne comme un sceptre. Pendant 9 minutes, je l'ai chronométrée sur mon téléphone sous la table. Elle a parlé du parcours de Brooke, des premiers pas de Brooke, du récital de violoncelle de Brooke à 10 ans, de l'admission de Brooke à Whitmore College, de la carrière de Brooke, du cœur en or de Brooke. Elle n'a pas prononcé mon nom une seule fois. Pas une seule fois en 9 minutes. J'étais assise à 1,20 mètres d'elle dans la robe vert sauge qu'elle avait choisie et je n'existais pas. J'ai toujours su que Brooke était destinée à de grandes choses, a-t-elle dit, les yeux brillants. Une mère le sait. La salle a applaudi. J'ai applaudi aussi, parce que faire d'autre quand votre mère vous efface en public et que tout le monde regarde? Ensuite, j'ai senti une main serrer la mienne sous la table. Ma tante Patricia, la sœur cadette de ma mère, l'a tenue fermement. Ses yeux étaient rouges. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je l'ai regardée. Désolé pourquoi? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a pris une longue gorgée de champagne. Laisse tomber. Demain je te dirai demain. Me dire quoi, Patricia? Elle a secoué la tête et a détourné le regard, mais sa main tremblait. Ta mère n'est pas celle que tu crois, a-t-elle dit si bas que j'ai failli ne pas entendre. Et toi non plus. Elle s'est levée et est allée aux toilettes avant que je puisse répondre. Je suis restée assise là, avec les mots de ma tante qui résonnaient dans mon crâne et le toast de ma mère qui résonnait encore sur les murs. Quelque chose arrivait. Je le sentais comme on sent une tempête. L'air change avant que le ciel ne change. Au dîner de répétition, ma tante m'a serré la main sous la table et a murmuré « Je suis désolée ». Et je n'avais aucune idée de ce dont elle s'excusait. Pas encore. Mais je l'ai senti dans ma poitrine. Quelque chose arrivait. Si vous avez déjà été assis à une table familiale en ayant l'impression que tout le monde savait quelque chose sauf vous, laissez un commentaire et dites-le moi, parce que j'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cette histoire est sur le point de basculer. Le matin du mariage. La suite des mariés au country club sentait la laque et les gardenias. Brooke était assise devant un miroir pendant qu'une maquilleuse s'occupait de ses yeux. Elle était belle. Vraiment, douloureusement belle. Et pendant un instant, j'ai tout oublié. Ferme ma robe, m'a-t-elle demandé. J'ai tiré la fermeture éclair de sa robe, attentive à la dentelle. Ma petite sœur qui se marie. Puis Diane est entrée, un clipboard à la main. Littéralement un clipboard. Les fleurs doivent être déplacées de 15 cm vers la gauche sur l'autel. La grand-mère de Kyle est en fauteuil roulant, donc réorganise la rangée 3. Et Aka reste à l'arrière pour les photos. Brooke, la mariée, pas toi. Le pinceau de la maquilleuse s'est arrêté en plein geste. Maman, a dit Brooke doucement. Quoi?
Je suis pratique. Elle est plus grande. Elle va bloquer le plan. Je mesure 1,68 m, Brooke mesure 1,63 m, 5 cm ne pose pas de problème de blocage. C'est bon. J'ai dit, tu vois, elle va bien. Diane s'est retournée vers son clipboard. Ah, et souris moins pendant la cérémonie. Tu attires trop l'attention. Sourire moins. Au mariage de ma sœur, on me disait de m'atténuer pour que la salle ne me remarque pas par accident. La maquilleuse m'a regardé dans le miroir. Je lui ai rendu son regard. Nous avons partagé ce genre de regard qui n'a pas besoin de mots. Le genre où une inconnue voit quelque chose et décide de ne rien dire. Brooke a pris ma main pendant que son mascara séchait. Ignore-la. Tu es belle. Merci, Brookie. Je le pensais. Et je le pensais aussi pour le surnom, celui d'avant, quand elle avait 6 ans et moi 10, avant que notre mère ne trace une ligne entre nous et nous dise que c'était l'horizon. J'ai lissé l'arrière de son voile. Diane aboyait des ordres au fleuriste au téléphone et je me suis dit, ce soir. Patricia avait dit, ce soir. La cérémonie s'est déroulée en extérieur, chaise blanche sur la pelouse, une tonnelle enveloppée de lierre, 120 invités disposés en rang bien net comme un public attendant un spectacle, et ma mère a fait en sorte que ce soit le sien. Elle s'est assise au premier rang au centre, tenant la main de Brooke avant la procession, comme si c'était elle qui la donnait en mariage. Notre père, Greg, n'était pas là. Il était parti en Arizona après le divorce quand j'avais 12 ans. Diane avait aussi géré cette sortie, lentement, délibérément, jusqu'à ce qu'il se sente comme un invité dans sa propre maison et qu'il parte. Elle disait à tout le monde qu'il avait choisi de partir. Elle n'a jamais mentionné la partie où elle avait changé les serrures pendant qu'il était au travail. Avant le début de la cérémonie, Diane avait déjà réécrit le programme. L'officiant a annoncé une intervention non prévue. Quelques mots de la mère de la mariée. La wedding planée de Brooke avait l'air confuse. Ce n'était pas dans le planning. Diane s'est avancée. Elle portait une robe ivoire. Pas blanche. Ivoire, juste assez proche du blanc pour qu'on le remarque, juste assez loin pour qu'on ne puisse pas se plaindre sans passer pour mesquine. Elle a parlé pendant 4 minutes du privilège d'élever une fille qui brille. Elle a parlé de sacrifice. Elle a parlé des longues soirées à aider aux devoirs, spécifiquement les devoirs de Brooke. Elle a parlé de tout ce qu'elle avait versé pour s'assurer que sa fille ait toutes les chances. Ma fille, au singulier. J'étais debout dans la rangée des demoiselles d'honneur, en vert sauge, tenant un bouquet de roses, et j'ai regardé 120 personnes hocher la tête pendant que ma mère décrivait une famille qui n'avait qu'un seul enfant. J'ai croisé le regard de Patricia au 4e rang. Elle agrippait le bord de sa chaise pliante. Sa mâchoire était serrée. Elle a secoué très légèrement la tête. Un signal privé que je ne comprenais pas encore. La réception s'est déplacée à l'intérieur. Table ronde, centre de table en pivoine blanche, un DJ jouant du Sinatra assez bas pour pouvoir parler. La table de la famille était près de la table d'honneur, assez proche pour voir Brooke et Kyle, assez loin pour se sentir au second rang. Autour de moi étaient assis Diane, Patricia, ma grand-mère Martha, 82 ans, appareils auditifs dans les 2 oreilles, encore plus vifs que ceux que tout le monde lui accordait. 2 cousins du côté de Diane, Tyler et Mitchell, tous les 2 trop occupés sur leur téléphone pour remarquer quoi que ce soit. Diane a commencé en quelques minutes. Elle s'est tournée vers Martha et a lancé un résumé des meilleurs moments de la vie de Brooke. Chaque accomplissement livré comme un communiqué de presse. Brooke est entrée à Whitmore du premier coup. Avec le soutien total de la famille, bien sûr. Certains enfants s'élèvent simplement quand on leur donne les bases. Elle m'a jeté un regard en disant « certains enfants ». La formulation n'était pas un accident. Et maintenant ce beau mariage. Kyle est merveilleux, le genre d'homme qui apprécie une femme avec de l'ambition. J'ai siroté mon eau et je n'ai rien dit. J'avais pratiqué cela toute ma vie. L'art de rester immobile pendant que quelqu'un narrait mon insignifiance. Patricia s'est servi son 3e verre de champagne, puis son 4e. Sa main n'était plus stable. Elle continuait à me regarder, puis à regarder Diane, puis à me regarder à nouveau. Un triangle de regard qui s'accélérait. Diane l'a remarqué. Pour la première fois de la journée, j'ai vu quelque chose traverser le visage de ma mère qui n'était pas du contrôle. C'était de l'inquiétude.
Elle a regardé Patricia et a dit d'un ton désinvolte, « Patty, passe peut-être à l'eau. » « Je vais bien, » a dit Patricia trop fort. Mitchell a levé les yeux de son téléphone. Martha a penché sa bonne oreille vers Patricia. Quelque chose se construisait à cette table, calme et sous pression, comme un tuyau sur le point d'éclater. Un cousin de Kyle de la table voisine s'est penché. « Alors, Acacia, qu'est-ce que tu deviens ces jours-ci ? Brooke parle de toi tout le temps. » Avant que je puisse répondre, Diane est intervenue. Elle fait du travail de bureau. C'est bien. Tout le monde n'est pas fait pour la voie rapide. La table est devenue silencieuse. Même Tyler a levé les yeux. J'ai posé mon verre d'eau. Ma main était ferme. Ma voix n'était pas forte. Je gère des projets de construction de 4 millions de dollars, maman. Je pense que je suis sur une voie. Diane a agité la main. Tu sais ce que je veux dire. Brooke est dans le marketing chez Palmer & West. Un domaine très concurrentiel. Très stressant. Elle a souri au cousin. Aka est plus une personne de l'ombre. De l'ombre, comme si j'étais une technicienne dans la vie de quelqu'un d'autre. Martha, ma grand-mère, qui était restée silencieuse toute la soirée, que tout le monde supposait ne pas suivre complètement la conversation, a posé sa fourchette. Diane, tais-toi. 2 mots, prononcés comme un coup de marteau. Diane a cligné des yeux. Pardon ? Tu m'as entendu. Tais-toi. C'était la première fois dont je me souvienne que quelqu'un dans notre famille avait dit à Diane d'arrêter. Martha avait toujours été douce. Voix douce, opinion douce, le genre de grand-mère qui envoyait des cartes avec des billets de 5 $ et ne prenait jamais parti. Mais elle regardait maintenant Diane avec une expression que je n'avais jamais vue. Fatiguée, non pas de la soirée, mais des années. Diane s'est reprise rapidement. Elle a ri, tapoté la main de Martha et dit « Maman, je suis juste honnête. » Mais la table avait changé. Tyler observait. Mitchell avait posé son téléphone. Le verre de champagne de Patricia était à nouveau vide et ses joues étaient rouges. Sous la nappe, j'ai senti mon sac contre ma cheville. Il y avait quelque chose dedans, quelque chose que je n'avais pas prévu de montrer à qui que ce soit ce soir. Cela était sur le point de changer. 6 mois avant le mariage, j'étais assise dans ma voiture sur le parking d'un Wawa, en train de manger un sandwich à la dinde et de faire défiler mon téléphone pendant ma pause déjeuner, quand un article m'a arrêté en pleine bouchée. Columbia University School of General Studies, la voie de l'Ivy League pour les étudiants non traditionnels. Je l'ai lu 2 fois, puis 3 fois, puis j'ai posé le sandwich et je l'ai lu une 4e fois. General Studies, un vrai diplôme de Columbia, pas un certificat, pas un cours d'extension, un diplôme de premier cycle complet d'une université de l'Ivy League. Conçu spécifiquement pour les étudiants qui avaient suivi un parcours non traditionnel, des gens qui avaient travaillé d'abord, des gens qui étaient allés dans des collèges communautaires, des gens plus âgés, expérimentés, endurcis, des gens comme moi. Je suis resté assise sur ce parking pendant 45 minutes. Ma pause déjeuner était de 30 minutes. J'allais être en retard et je m'en fichais. Ce soir-là, j'ai commencé la candidature. À 2 heures du matin, à la table de la cuisine, l'écran de l'ordinateur portable brillant dans le noir. J'ai rédigé ma dissertation d'une traite. Pas de plan, pas de stratégie, juste la vérité. J'ai 32 ans. Je travaille dans la gestion de construction. Je n'ai jamais cessé de vouloir ça. Je n'ai rien dit à ma mère. Je n'ai rien dit à Brooke. Je n'ai rien dit à personne parce que la dernière fois que j'avais voulu quelque chose aussi fort, on me l'avait enlevé. Et je n'allais donner à personne la chance de m'en dissuader. 2 semaines avant le mariage, la lettre est arrivée, admission conditionnelle, une enveloppe épaisse avec le blason bleu de Columbia dans le coin. Je l'ai ouverte dans ma voiture. Le même parking de Wawa, une saison différente. Et j'ai lu la première ligne et j'ai pleuré si fort que je ne voyais plus la deuxième. J'ai plié la lettre, je l'ai glissée dans mon portefeuille et je l'ai portée avec moi tous les jours. J'avais prévu de la montrer à Patricia au mariage. C'était la seule personne à qui je faisais confiance avec quelque chose d'aussi fragile. Je n'avais aucune idée que la lettre allait devenir tout autre chose. La veille du mariage, après le dîner de répétition, après le tribut de 9 minutes de Diane à sa fille unique, Patricia m'a tiré dans le couloir de l'hôtel.
Elle sentait le champagne et le regret. Il faut que je te dise quelque chose, a-t-elle dit. Sa main était sur mon bras, serrant plus fort qu'elle ne le réalisait. D'accord, dis-moi. Demain après la cérémonie. Je ne peux pas. Pas ce soir. Pas avec ta mère à 6 mètres. Patricia, tu me fais peur. Elle m'a regardé et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de ma tante auparavant. De la culpabilité. Pas la culpabilité légère. Pas le genre, j'ai oublié ton anniversaire, mais la culpabilité profonde, celle qui vieillit une personne de l'intérieur. Ta mère n'est pas celle que tu crois, a-t-elle dit. Et toi non plus. Je l'ai fixée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps, et je ne l'ai pas fait, et je dois vivre avec ça. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Demain, je te le promets. Elle m'a serré le bras une fois de plus et est partie, ses talons claquant sur le carrelage, disparaissant au coin vers les ascenseurs. Je suis resté longtemps dans ce couloir. Je connaissais Patricia. C'était une professeure d'anglais au lycée. Elle était prudente avec les mots. Elle ne disait pas des choses qu'elle ne pensait pas, et elle ne s'effrayait pas facilement. Quoi qu'elle portait, cela avait du poids. Je suis retourné dans ma chambre d'hôtel et je me suis allongé sur le lit, tout habillé, en fixant le plafond. Ces mots tournaient en boucle. Ta mère n'est pas celle que tu crois, et toi non plus. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas une seule heure. Je suis resté allongé à écouter la machine à glaçons bourdonner à travers le mur, en attendant que demain ouvre ce qu'elle retenait. Le matin du mariage, avant la suite des mariés, avant le clipboard, avant que Diane me dise de sourire moins. Je me suis assise sur le bord du lit d'hôtel et j'ai ouvert mon portefeuille. La lettre de Columbia était là, pliée en 3, légèrement usée aux pliures à force d'avoir été portée partout pendant 2 semaines. Je l'ai dépliée et j'ai lu le premier paragraphe pour la 20e fois. Chère mademoiselle Forester, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admise à la Columbia University School of General Studies pour le semestre d'automne 2026. J'ai passé mon pouce sur le blason bleu. C'était à moi, pas donné, pas hérité, pas approuvé par le clipboard de Diane Forester. À moi. Mérité dans un parking de Wawa à 2 heures du matin par une femme qui avait passé 14 ans à gravir un escalier dont on lui avait dit qu'il menait à une impasse. J'avais prévu de le dire à Patricia aujourd'hui, de la prendre à part après les toasts, de lui montrer la lettre, de laisser quelqu'un partager cela avec moi. Elle était la seule personne de ma famille qui m'avait jamais regardé comme si j'avais plus de valeur que ce que ma mère avait décidé. Je ne savais pas encore ce que Patricia allait me dire. Je ne savais pas que la lettre dans mon portefeuille allait entrer en collision avec un secret vieux de 14 ans. Je savais seulement qu'elle était à moi, et que je la portais près de moi. Comme on porte quelque chose de précieux dans une pièce pleine de gens qui pourraient ne pas comprendre sa valeur. J'ai plié la lettre, je l'ai remise dans mon portefeuille, j'ai mis le portefeuille dans mon sac et j'ai fermé la fermeture éclair. Puis je me suis habillé, j'ai conduit jusqu'au country club et je suis entré au mariage de ma sœur en portant la preuve que je n'avais jamais été la fille que ma mère disait que j'étais. Je ne le savais pas encore. Le toast de la réception a commencé à 19h30. Le témoin de Kyle a parlé en premier. Un discours drôle et maladroit sur les colocataires à l'université et les pâtes brûlées. Tout le monde a ri. Brooke rayonnait. Puis Diane s'est levée. Elle s'était changée pour la réception. Une veste crème sur un chemisier en soie, des perles autour du cou. Elle a pris le micro du DJ comme si elle l'avait attendu toute la journée. Elle l'avait probablement fait. Être mère, a-t-elle commencé, est le métier le plus difficile au monde, surtout quand on le fait seul. Elle a fait une pause pour les faits. Elle était douée pour les pauses. Pendant 6 minutes, elle a raconté à la salle son parcours, le divorce, le sacrifice, les soirées passées à la table de la cuisine à aider aux devoirs, les week-ends à conduire au récital et aux compétitions, les candidatures qu'elle avait examinées, les dissertations qu'elle avait corrigées. Chaque exemple concernait Brooke. Absolument chaque exemple. J'ai tout donné pour offrir à mes filles le meilleur, a-t-elle dit. Et le pluriel ressemblait à une formalité, un mot qu'elle avait inclus pour que personne ne puisse l'accuser d'avoir oublié. Puis elle a regardé Brooke et ses yeux se sont remplis de larmes. De vraies larmes ou une performance si bien rodée que cela n'avait plus d'importance. Brooke, tu es ma plus grande réussite. Elle m'a regardé directement en disant cela.
Elle a tenu mon regard pendant 2 secondes entières. Assez longtemps pour que je sente le couteau. Assez longtemps pour que la femme à la table voisine se penche vers son mari et murmure, « Elle a 2 filles, n'est-ce pas ?» La salle a applaudi. J'ai applaudi aussi. Mes mains bougeaient automatiquement, comme elles avaient été entraînées à le faire pendant 32 ans, en applaudissant la version de notre famille selon ma mère, celle où j'étais une note de bas de page. Certains enfants naissent pour briller, a dit Diane, en tenant toujours le micro. D'autres naissent pour regarder. Elle s'est rassise. Le DJ a remis du Sinatra et Patricia a attrapé la bouteille de champagne. J'ai reculé ma chaise et je suis sorti de la salle de réception, dans le couloir moquetté, en passant devant les toilettes, par une porte latérale jusqu'au parking. Je me suis tenu à côté d'une benne à ordures derrière le country club et j'ai appuyé mes paumes à plat contre le mur de briques et j'ai respiré. D'autres naissent pour regarder. Elle l'avait dit au micro devant 120 personnes au mariage de son autre fille. Je voulais partir. Je voulais monter dans ma voiture et rentrer chez moi, fermer la porte à clé et ne plus jamais m'asseoir à cette table. Je voulais en finir, mais je le voyais. La version de ce soir où je m'en allais. Ma mère au brunch le lendemain matin, secouant tristement la tête. Aka est partie tôt. Elle a toujours été jalouse de Brooke. J'ai essayé de l'inclure, mais elle en a fait une histoire sur elle. Tu sais comment elle peut être. Si je partais, elle gagnait. Elle réécrirait l'histoire avant que j'atteigne l'autoroute. Et je pensais à Brooke, ma sœur, ma vraie sœur. Pas le trophée de Diane, pas l'enfant doré, mais la fille qui avait fermé la fermeture éclair de ma robe de bal et qui me laissait des messages vocaux pour mon anniversaire commençant par « Hey, caca ». Brooke n'avait pas fait ça. Brooke ne méritait pas que son mariage soit la nuit où sa sœur était partie. Je suis rentré. Je me suis rassise. Patricia m'a attrapé la main sous la table dès que je suis revenu. Sa prise était féroce. Je ne peux plus garder ça, a-t-elle dit. Sa voix était épaisse de champagne et de quelque chose de plus dur. Le son d'une décision qui se prend. Pas après ce qu'elle vient de dire. Garder quoi? Patricia a regardé Diane, qui acceptait des compliments sur son discours, puis elle s'est tournée vers moi. La vérité. Diane s'est réinstallée dans sa chaise, en lissant sa serviette. La femme d'un cousin lui disait que le discours était très émouvant. Diane disait, « Eh bien, j'ai simplement parlé du cœur. » La voix de Patricia a traversé la table comme du verre qui se brise. « Tu sais que ta mère a caché cette lettre, n'est-ce pas? » Tout s'est arrêté. Les fourchettes se sont figées. Les coupes de champagne se sont arrêtées à mi-chemin. Tyler a levé les yeux. Mitchell s'est retourné. Patricia me regardait directement. Ses yeux étaient mouillés, sa mâchoire serrée, et sa voix était ferme pour la première fois de la soirée. La fermeté de quelqu'un qui a enfin arrêté de lutter contre elle-même. Nous le savions tous. Je ne pouvais plus bouger. Quelle lettre? Ta lettre de Colia. Tu as été accepté, à Asia. Tu es entré à Columbia. Elle l'a sortie de la boîte aux lettres et l'a jetée. La table est devenue silencieuse. Pas le silence poli. Le silence sans air. Le genre où on entend les glaçons se poser dans les verres d'eau. Je me suis tourné vers ma mère. C'est vrai? Diane a pris son verre de vin. Elle a pris une longue gorgée. Elle l'a reposé. Et puis elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Elle n'a pas nié. Elle n'a pas expliqué. Elle n'a pas présenté d'excuses. Elle n'a pas pleuré ni bégayé ni détourné le regard. Elle a posé son verre de vin, a redressé ses perles et a dit, « Oh, Patricia, tu as toujours été dramatique. » Martha a porté la main à sa poitrine. La bouche de Tyler était ouverte. Mitchell avait son téléphone dans la main, mais ne le regardait pas. Diane, a dit Patricia, la voix montant. Dis-lui la vérité. Ma mère m'a regardé, calme, sans cligner des yeux. Le même visage qu'elle avait fait quand elle m'avait dit que rien n'était arrivé par la poste. C'était il y a 14 ans, a-t-elle dit. Laisse tomber. Je n'ai pas laissé tomber. As-tu jeté ma lettre d'acceptation de Columbia? Je l'ai dit clairement. Pas de tremblement, pas de larmes. J'avais besoin que les mots atteignent chaque oreille à cette table, et ils l'ont fait.
Diane m'a regardé comme elle m'avait toujours regardé, en mesurant, en calculant, en décidant combien de réalité elle autoriserait dans la pièce. Et puis elle a souri. Tu n'aurais pas tenu un semestre. Les mots ont frappé la table comme une gifle. Martha a inspiré brusquement. Tyler s'est adossé à sa chaise. Patricia a fermé les yeux. Elle ne le niait pas. Elle le défendait. 14 années de silence. Et sa réponse n'était pas « je suis désolé » ou « j'avais tort ». C'était « j'avais raison de le faire ». Les invités des tables voisines s'étaient tus. L'onde s'étendait, les têtes se tournaient, les conversations s'arrêtaient, la musique du DJ devenait soudain trop forte pour une salle qui avait cessé de parler. Je suis resté parfaitement immobile. 14 années à croire que je n'étais pas assez bien se sont ouvertes comme une coquille d'œuf, et en dessous il y avait quelque chose que je n'avais pas prévu. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Cela viendrait plus tard dans ma voiture à 2 heures du matin sur l'autoroute en rentrant. À ce moment-là, j'étais clair, plus clair que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Parce que ma mère venait de confirmer la chose dont je fuyais depuis que j'avais 18 ans. J'étais assez bien. Columbia avait dit oui. L'univers ne m'avait pas corrigé. Ma mère l'avait fait, et j'avais quelque chose dans mon sac dont elle ne savait rien. J'ai tendu la main, j'ai ouvert la fermeture éclair du sac, j'ai senti le papier plié entre mes doigts, les pliures douces, son poids, le blason bleu que j'avais tracé 100 fois avec mon pouce. Je l'ai sorti, et c'est là que le sourire a disparu. Elle a souri. Ma mère m'a regardé dans les yeux, a admis qu'elle avait détruit mon avenir, et elle a souri. 14 années à croire que je n'étais pas assez bien, et c'était un mensonge qu'elle avait construit délibérément. En ce moment, si cette histoire vous touche quelque part, j'ai besoin que vous appuyiez sur le bouton j'aime parce que ce que j'ai sorti de mon sac ensuite est la partie que j'ai attendu de vous raconter. Restez avec moi. J'ai posé l'enveloppe sur la table entre mon verre d'eau et le verre de vin de ma mère. Columbia University, le blason bleu, l'adresse sur West 116 TH Street. Poids officiel, papier officiel. J'ai postulé à la School of General Studies de Columbia il y a 6 mois, ai-je dit. Ma voix était calme, comme elle l'est quand je dirige une réunion de chantier et que la livraison de béton a 4 heures de retard et que tout le monde panique sauf moi. J'ai rédigé ma propre dissertation avec mon propre argent. Je l'ai dépliée et je l'ai posée à plat et j'ai été accepté. La table n'a plus respiré. La main de Martha est passée de sa poitrine à sa bouche. Patricia pleurait, pas les larmes de champagne désordonnées de tout à l'heure, mais des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage sans bruit. Tyler s'est penché pour lire l'entête de la lettre. Mitchell a pris son téléphone et l'a reposé comme s'il ne savait pas quoi faire de ses mains. Et Diane fixait la lettre. Le sourire avait disparu. Pas lentement, pas par étapes. Disparu comme si quelqu'un avait éteint une lumière derrière son visage. Ses yeux sont passés du blason au texte à mon nom imprimé sur la première ligne. Et je l'ai regardé assimiler la seule chose qu'elle avait passé 14 ans à s'assurer qu'elle n'arriverait pas. Je ne savais pas que tu avais volé ma première chance, maman. J'ai gardé les yeux sur elle. J'ai postulé parce que je le voulais, pas à cause de toi. Malgré toi. Elle n'a rien dit. Ses doigts ont tressailli contre la nappe. Tu m'as dit que je ne tiendrais pas un semestre, ai-je dit. J'ai pris la lettre, je l'ai tenue pour qu'elle puisse voir le sceau. Columbia n'est pas d'accord. La femme à la table voisine, celle qui avait murmuré, elle a 2 filles, n'est-ce pas? A porté sa serviette à sa bouche. Diane n'avait toujours pas parlé. Diane s'est reprise comme elle s'était toujours reprise, en changeant le cadre. Elle s'est redressée. Elle a lissé sa veste et elle a déployé son arme la plus ancienne. Tu gâches le mariage de ta sœur. Sa voix était contrôlée, mais il y avait maintenant une pointe. Le son d'une femme habituée à tenir la barre et qui sent soudain le bateau tourner. C'est exactement pour ça que tu as gâché ce moment, maman, pas moi. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. Tu as choisi de sourire. C'est une affaire de famille privée. Elle a regardé autour de la table, les cousins, Martha, Patricia, cherchant une alliée, n'en trouvant aucune. Non, Diane. La voix de Patricia était rauque mais claire. Tu en as fait une affaire publique quand tu as donné ce discours sur ta plus grande réussite. Pendant que ton autre fille était assise juste là.
La bouche de Diane s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Patricia n'avait pas fini. Elle l'a mérité, Diane. Elle l'a mérité à 18 ans. Et elle l'a mérité à nouveau maintenant. Tu l'as volé. Assume-le. L'onde avait atteint les tables au-delà de la nôtre. Je sentais les regards. J'entendais le changement. Le murmure bas d'une salle qui recalibrait. Le son de 120 personnes qui mettaient à jour leur compréhension de la femme en veste crème et perles. Diane a agrippé le bord de la table. Tu fais une scène. C'est toi qui as fait la scène, ai-je dit. Il y a 14 ans devant une boîte aux lettres. Ses yeux ont scruté à gauche et à droite. Elle cherchait une sortie, un moyen de reformuler, la version de cette conversation où elle était la victime. Je voyais qu'elle essayait de la construire en temps réel. Les larmes, la lèvre tremblante, après tout ce que j'ai fait pour cette famille, mais la table regardait. Et pour la première fois de ma vie, la salle n'y croyait plus. Brooke est apparue au bord de notre table. Elle portait encore sa robe de mariée, la traîne rassemblée sur un bras, son voile repoussé en arrière. Quelqu'un lui avait dit. Kyle se tenait quelques pas derrière, la main sur sa cravate, la posture universelle d'un homme qui ne sait pas s'il doit rester ou partir. C'est vrai? Sa voix était fine, tendue. Maman, as-tu jeté sa lettre? Diane a tendu la main vers le bras de Brooke. Chérie, ne faisons pas ça maintenant. Brooke s'est reculé. L'as-tu fait? J'ai fait ce qui était le mieux pour cette famille. La réponse est mal tombée, et Diane le savait. Je l'ai vu dans la façon dont elle a cligné des yeux. Trop vite. En recalculant. Brooke s'est tourné vers moi. Tu es entré à Columbia à 18 ans? J'ai hoché la tête. Elle m'a dit que tu n'avais même pas postulé. La voix de Brooke s'est brisée. Elle a dit que tu ne voulais pas aller à l'université. Elle a dit que tu étais contente de rester dans le coin. J'ai laissé cela s'installer. J'ai laissé Brooke entendre l'écho du mensonge de notre mère dans sa propre bouche et sentir ce que cela faisait. Je n'étais pas contente, ai-je dit doucement. Je ne savais simplement pas qu'il y avait une autre option. Brooke a couvert sa bouche de sa main. La dentelle de sa manche a tremblé. Je ne savais pas, Aka. Je te jure que je ne savais pas. Je me suis levé et j'ai tiré ma sœur dans une étreinte. Elle tremblait. Son voile a frôlé mon menton. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit. Je sais. Par-dessus l'épaule de Brooke, j'ai vu Kyle me faire un signe de tête une fois. Un petit geste solide de la part d'un homme qui venait de voir sa nouvelle belle-mère se faire défaire à son propre mariage et qui choisissait de se tenir du bon côté. Brooke m'a lâché, a essuyé ses yeux et s'est tourné vers Diane. De quoi d'autre as-tu menti? Diane n'a pas répondu. Diane s'est levée. Elle a pris son petit sac, une petite chose crème qui allait avec sa veste. Parce que même en crise, Diane Forestier coordonnait. Je m'en vais. Vous avez tous fait votre choix. Elle l'a dit comme si c'était elle qui était victime, comme si elle était la protagoniste qui sortait d'une pièce ingrate. Elle l'avait déjà fait. Menacée de partir comme si c'était une punition. Elle avait entraîné la famille à paniquer à l'idée de son absence. La voix de Martha l'a arrêtée. Assieds-toi, Diane. Ma grand-mère, 82 ans, 1,52 mètres, appareils auditifs dans les deux oreilles. Elle avait été douce toute sa vie. Carte d'anniversaire avec des billets de 5 $, appel téléphonique commençant par « Comment va ma fille ?» Les mains les plus douces de n'importe quelle pièce. Elle n'était pas douce maintenant. Assieds-toi et écoute ta fille. Diane s'est figée avec son sac dans une main et sa dignité dans l'autre. Elle a regardé Martha comme une adolescente regarde un parent qui a trouvé le bulletin caché. Surprise, coincée, à court d'arguments. Elle s'est rassise. La table était silencieuse. La salle autour de nous s'était éclaircie. Certains invités s'étaient dirigés vers la piste de danse. D'autres regardaient de loin. Des coupes de champagne tenues comme des boucliers. Mais notre table était désormais le centre de gravité, et tout le monde à cette table le savait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas listé les griefs. Je n'ai pas pleuré. Je ne demande pas d'excuses, ai-je dit. J'ai arrêté d'en avoir besoin il y a longtemps.
Diane a levé les yeux. J'ai juste besoin que tu saches que tu ne m'as pas arrêté, maman. J'ai plié la lettre de Columbia et je l'ai remise dans mon portefeuille. Tu m'as retardé. J'ai laissé le mot s'installer. Retardée, pas détruite, pas vaincue. Retardée. 14 ans, ai-je dit. Et je continue. Martha a tendu la main par-dessus la table et a posé sa main sur la mienne. Brave fille, a-t-elle dit. Brave fille. Je n'ai pas demandé d'excuses parce que j'avais appris quelque chose sur les excuses de la part de gens comme ma mère. Ce ne sont pas des admissions, ce sont des outils. Elle s'excuserait comme elle faisait tout, stratégiquement, avec des conditions, d'une manière qui la rendait d'une façon ou d'une autre l'héroïne. Je n'étais pas intéressé par sa performance. J'étais intéressé par mes limites. Je commence à Columbia en septembre, ai-je dit. Pas à la table, a Diane. Je ne répondrai pas à tes appels d'ici là. Quand je serai prête à parler, je te contacterai. Tu ne peux pas juste je peux et je le fais. Elle a ouvert la bouche à nouveau et je l'ai vue. La machinerie, la façon dont son cerveau construisait déjà le récit qu'elle raconterait à ses amis demain. Aka a fait une scène au mariage. Aka m'a humilié devant la famille. Elle a toujours été difficile. Tu sais comment elle peut être. Mais les témoins étaient encore à la table, et ils avaient tous entendu les mêmes mots que moi. Je me suis tourné vers Brooke, qui se tenait à côté de Kyle, le mascara traçant des lignes fines sur ses joues. C'est ton mariage, Brookie. Je t'aime. Je vais rester pour ta première danse. Et ensuite je partirai. D'accord. Brooke a hoché la tête. Elle a pris ma main et l'a serrée fort, comme elle le faisait quand elle avait 6 ans et que nous traversions un parking. D'accord, a-t-elle dit. J'ai regardé Diane une dernière fois. Elle était assise très immobile, son sac sur la table, sa serviette froissée dans son poing. Je ne te punis pas, maman. Je me protège. Elle n'a pas répondu. Je n'avais pas besoin qu'elle le fasse. Je me suis rassise. Patricia m'a versé un verre de champagne, le premier de la soirée. Nous avons trinqué sans un mot. Le DJ a passé une chanson lente. Brooke et Kyle se sont dirigés vers la piste de danse. La première danse était Atlas d'Etta James. Brooke avait toujours adoré cette chanson. Elle la passait dans sa chambre sur un haut-parleur portable quand elle avait 16 ans, en chantant dans une brosse à cheveux. En la regardant se balancer avec Kyle sous les guirlandes lumineuses, je me suis souvenu de la fille qui se faufilait dans ma chambre à minuit pour me demander si les garçons l'aimaient en retour. Je me suis tenu au bord de la piste de danse, mon champagne intact. Patricia est apparue à côté de moi. Elle sentait le champagne et le soulagement. J'aurais dû te le dire il y a des années, a-t-elle dit. Elle ne me regardait pas. Elle regardait Brooke. Tu me l'as dit ce soir, c'est ce qui compte. Elle m'a menacé de me couper les vivres si je disais quelque chose un jour. Elle m'a dit qu'elle dirait à la famille que je mentais. La voix de Patricia était maintenant ferme, vidée du poids qu'elle portait. J'ai essayé de donner des indices au fil des années. Je te demandais si tu avais déjà pensé à postuler ailleurs. Tu répondais toujours, à quoi bon? Je me souvenais de ces conversations. Je me souvenais d'avoir pensé que Patricia était insistante. Je suis désolé, Asia. Je sais que c'est fait. Elle est restée silencieuse un moment, puis en regardant la piste de danse, tu vas vraiment aller à Columbia? J'ai tapoté mon sac. Vraiment. Elle a ri. Un petit son humide. Puis elle s'est penchée et a dit quelque chose qui a réarrangé les 32 dernières années de ma vie en 3 secondes. Ta mère a aussi postulé à Columbia une fois, juste après le lycée. Elle n'a pas été acceptée. Je me suis tourné pour la regarder. Elle ne te l'a jamais dit, a dit Patricia. Elle ne l'a jamais dit à personne. Mais j'ai trouvé la lettre de refus dans son placard quand nous étions adolescentes. Elle l'a brûlée. Et puis elle a fait semblant de n'avoir jamais voulu y aller. J'ai regardé Diane de l'autre côté de la salle. Elle était assise seule à la table de la famille, fixant le centre de table. Pour la première fois, je n'ai pas vu une méchante. J'ai vu une blessure. J'ai serré Brooke dans mes bras au bord de la piste de danse. Elle s'est accrochée plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Je suis désolé pour ce soir, ai-je dit.
Ne t'avise pas de t'excuser. Elle s'est reculée et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas exactement de l'admiration. De la reconnaissance. Tu es entré à Columbia 2 fois. J'ai souri. Oui. Va être brillante. Elle a redressé mon col. Un geste si tendre qu'il a failli me briser. Et appelle-moi quand tu y seras. J'ai promis que je le ferai. J'ai trouvé mon manteau, mon sac, mes clés. J'ai traversé le hall, passé le livre d'or et les photos de fiançailles encadrées, passé le stand des voituriers et les guirlandes lumineuses qui clignotaient encore sur le porche. L'air d'octobre m'a frappé le visage et je l'ai respiré jusqu'à ce que mes poumons me fassent mal. Ma voiture était garée tout au bout du parking. Je me suis assise sur le siège conducteur et j'ai sorti la lettre de Columbia de mon portefeuille. La lumière du plafond rendait le blason bleu presque argenté. Je l'ai relu, pas comme je l'avais lu dans le parking de Wawa, frénétique, incrédule, terrifié à l'idée que ce soit une erreur. Cette fois, je l'ai lu comme elle était censée être lue par une femme qui l'avait toujours méritée. J'ai appelé ma meilleure amie, Dana. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. J'ai eu ma réponse, ai-je dit. Quelle question? Toutes. J'ai démarré la voiture. Le country club a rétréci dans mon rétroviseur, les lumières de la réception brillant encore derrière les rideaux. Quelque part à l'intérieur, ma mère était assise seule. Quelque part à l'intérieur, ma sœur dansait. J'ai pris la route du comté et j'ai roulé vers l'est, vers chez moi, vers septembre. Mais les retombées, elles, ne faisaient que commencer. Les retombées n'ont pas explosé. Elles ont infiltré. En 48 heures, l'histoire avait voyagé à travers toutes les branches de l'arbre familial. Pas parce que je l'avais raconté. Je n'ai appelé personne. Patricia a tout raconté en détail à Martha cette nuit-là, et Martha, qui avait passé 82 ans à être silencieuse, a pris son téléphone le lendemain matin et a appelé tous les frères et sœurs, nièces et neveux qu'elle pouvait joindre. 3 des cousins de ma mère m'ont appelé. Pas pour commérer, pour confirmer. On a toujours senti que quelque chose clochait, a dit ma cousine Linda. Elle parlait de Brooke comme si elle élevait un prodige. Elle parlait de toi comme si tu étais une locataire. Mon oncle Frank, ta grand-mère est furieuse. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu aussi honte de l'un de ses enfants. Ma mère m'a appelé 11 fois en 3 jours. Je n'ai répondu à aucune. Ces textos racontaient toute l'histoire de son effondrement intérieur. Lundi, appelle-moi. Nous devons discuter de ça comme des adultes. Mardi, tu te comportes comme une enfant, Asia. Mercredi matin, très bien. Je vais dire à tout le monde que tu as inventé ça. Mercredi après-midi, après que Martha avait déjà passé ses appels, silence. Elle n'a plus texté. La conséquence mesurable, Diane a été retirée du comité d'organisation de la réunion familiale annuelle de Noël, un rôle qu'elle occupait depuis 30 ans. Tante Linda a pris le relais. Personne n'a voté. Personne ne l'a annoncé. Le groupe de discussion a simplement été créé sans le numéro de Diane. Et quand elle l'a découvert, elle a appelé Martha. Martha lui a dit, « Tu as menti à ton enfant pendant 14 ans, Diane. Tu peux passer ton tour cette fois. » Elle n'a pas été exilée. Elle n'a pas été reniée. Elle a été repositionnée. Passée du centre à la marge, le même endroit où elle m'avait maintenu toute ma vie. La symétrie ne m'a pas échappé. Brooke m'a appelé 5 jours après le mariage. Sa voix ressemblait à quelqu'un qui avait parlé pendant des heures ou pleuré pendant des jours. Probablement les deux. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où maman nous comparait, a-t-elle dit. Et j'acceptais simplement. Je n'ai jamais demandé pourquoi tu n'étais pas parti étudier ailleurs. Je n'y ai même jamais pensé. Tu avais 14 ans quand c'est arrivé, Brooke. Tu ne savais pas. J'ai 28 ans maintenant. J'aurais dû demander. Nous avons parlé pendant 2 heures. C'était la plus longue conversation que nous ayons jamais eue. La première où rien n'était édité, rien n'était adouci, rien n'était passé par la version des événements de notre mère. Brooke m'a dit des choses que je ne savais pas. Que Diane lui avait dit que je n'avais postulé à aucune université de 4 ans. Que Diane avait dit que j'étais contente d'une vie simple. Que chaque fois que Brooke accomplissait quelque chose, Diane le présentait comme une preuve de la supériorité de Brooke plutôt que de l'effort de Brooke,
transformant ses réussites en armes contre moi sans le consentement de Brooke. J'étais son trophée, a dit Brooke. Je pensais que j'étais sa fille, mais j'étais son trophée. Tu es sa fille, ai-je dit. Tu es simplement pas sa seule. Elle a posé la question que j'attendais. Tu vas vraiment aller à Columbia? L'orientation est en août. Elle est restée silencieuse. Puis maman m'a aussi appelé. Elle a dit que tu l'avais attaqué au mariage. Je lui ai dit que ce n'était pas ce qui s'était passé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a raccroché au nez. J'ai laissé cela s'installer. Diane perdait l'enfant doré. Pas parce que Brooke me choisissait plutôt qu'elle, mais parce que Brooke choisissait la vérité plutôt que l'histoire. Je t'aime, caca. A dit Brooke avant de raccrocher. Je t'aime aussi, Brookie. C'était la première fois depuis des années que les mots ne paraissaient pas compliqués. Août, Morningside Heights, les grilles de Columbia University. Je me tenais sur le trottoir devant l'Erney Hall avec un cordon autour du cou et un sac rempli de documents d'orientation, entouré de gens 2 fois plus jeunes que moi et 2 fois plus sur 2. Un jeune à côté de moi, peut-être 19 ans, faisait un FaceTime avec ses parents, leur montrant le campus. Sa mère pleurait. Son père faisait un thumb up. J'ai rangé mon téléphone. L'orientation de General Studies était séparée. Nous nous sommes rassemblés dans une salle de séminaire. 32 adultes avec 32 raisons différentes d'être là. Un officier de marine à la retraite, une mère célibataire de 3 enfants, un type qui avait passé 10 ans comme cuisinier de ligne et avait décidé qu'il voulait enseigner l'histoire. Une femme de mon âge qui avait été hygiéniste dentaire et s'était réveillée un matin en pensant « non. Je n'étais pas la plus vieille. Je n'étais pas la plus inhabituelle. J'étais, pour la première fois de ma vie adulte, exactement là où j'étais censé être. » Le conseiller académique s'est tenu à l'avant et a dit quelque chose qui s'est logé dans ma poitrine et y est resté. Tu as ta place ici. C'est pour ça que nous t'avons admise. 7 mots. 14 ans en retard mais pile à l'heure. J'ai pensé à ma mère, à la table de la cuisine en 2012 et aux brochures d'établissements communautaires à côté de mon bol de céréales. Aux mots qu'elle aurait dû dire, qu'elle aurait pu dire si elle avait été la mère dont j'avais besoin au lieu de celle que j'avais eue. Tu as ta place ici. C'est pour ça que nous t'avons admise. Après l'orientation, je me suis tenu devant les grilles et j'ai pris une photo. Ciel bleu, vieille pierre, le blason que j'avais porté dans mon portefeuille pendant des mois, maintenant au-dessus de ma tête, sculpté dans le mur. J'ai envoyé la photo à Brooke et à Patricia. Je ne l'ai pas envoyée à Diane. La première semaine de cours, une lettre est arrivée à mon appartement, écrite à la main, 2 pages. L'écriture de ma mère, la même cursive penchée qu'elle utilisait pour les listes de courses, les cartes d'anniversaire et les brochures d'établissements communautaires qu'elle avait laissées sur mon lit. Je me suis assise sur mon canapé et je l'ai lu. Ce n'était pas une excuse. C'était une explication. Ou plus précisément, une défense. Tout ce que j'ai fait, c'était pour garder cette famille unie. Tu ne comprends pas les sacrifices que j'ai faits. Tu ne sais pas ce que c'était d'être une mère célibataire avec 2 filles et sans soutien. J'ai fait des choix difficiles, pas parfaits, mais difficiles. Elle n'a jamais utilisé les mots « je suis désolé ». Elle n'a jamais dit « j'avais tort ». Elle a utilisé le mot « sacrifice » 4 fois et « ingrate » 2 fois. En bas, un post-scriptum. PS, j'ai reçu ta lettre de GS par erreur, elle a été envoyée à ma maison. Je ne l'ai pas ouverte cette fois. J'ai fixé cette ligne. Je ne l'ai pas ouverte cette fois. Comme si la retenue était la même chose que le remords. Comme si ne pas répéter un crime était la même chose que le regretter. J'ai plié la lettre. Je ne l'ai pas brûlée. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne lui ai pas répondu. Je l'ai mise dans un tiroir sous une pile de vieilles déclarations d'impôts. Et j'ai fermé le tiroir. Puis j'ai pris mon sac à dos et je suis allé à mon premier cours. Introduction à la pensée politique américaine. Hamilton Hall, 9h10. Je me suis assise au 3e rang. J'ai pris des notes. J'ai levé la main 2 fois. Je ne devais pas à ma mère ma colère. Je ne lui devais pas mon pardon. Je me devais à moi-même un semestre à Columbia et j'allais le faire compter. Je ne prétendrai pas que c'était facile. J'avais 32 ans,
je travaillais à temps partiel comme chef de projet à distance tout en suivant un cursus complet. J'étudiais dans le métro. Je mangeais mon déjeuner à la bibliothèque. Je refusais les happy hours, les voyages du week-end et chaque invitation qui commençait par « juste cette fois ». Le programme GS était conçu pour des gens comme moi, des adultes qui avaient mérité leur retour, qui comprenaient la valeur d'une place en classe parce qu'ils avaient passé des années à l'extérieur. Mes camarades étaient des vétérans, des parents, des personnes en reconversion, des immigrés, des gens qui ne considéraient pas une seule conférence comme acquise. À la fin du semestre, j'ai vérifié mes notes en ligne à 23h assise dans la même cuisine où j'avais rempli la candidature pour Tri-County. Moyenne 3,7. Liste du doyen. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur et je suis restée assise dans le noir, en laissant cela s'installer. Elle avait dit que je ne tiendrais pas un semestre. J'ai fait la liste du doyen. J'ai envoyé une photo du relevé de notes à Brooke. Elle a répondu en 30 secondes. Je suis si fier de toi, caca. Tout en majuscules. 3 points d'exclamation. Une série d'émojis que je ne pouvais pas complètement déchiffrer mais que je comprenais entièrement. Patricia a envoyé des fleurs le lendemain. La carte disait, 14 ans en retard, mais pile à l'heure. J'ai posé les fleurs sur ma table de cuisine. La même table, la même cuisine, mais tout le reste différent. Ma mère n'a pas appelé. Elle n'a pas texté. Elle n'a pas envoyé de carte. Je lui avais dit que je la contacterais quand je serais prête, et elle n'avait pas testé la limite. Que ce soit du respect ou de l'entêtement, je ne pouvais pas dire. Avec Diane, les deux avaient toujours ressemblé à la même chose. Je n'étais pas encore prête. Je ne le serais peut-être pas avant longtemps, mais j'étais exactement là où j'étais censé être. Après la fin du semestre, j'ai écrit un email à ma mère, pas un texto, pas un appel, un email, parce que j'avais besoin de la distance, et j'avais besoin que ce soit écrit. Maman, je suis prête à avoir une relation avec toi, mais ça commence par l'honnêteté, pas par des excuses. Papa, j'ai fait ce qui était le mieux. Papa, tu ne comprends pas mes sacrifices. Tu m'as pris quelque chose. Tu as pris ma lettre d'acceptation. Tu l'as jetée. Et tu m'as dit que je n'étais pas assez bien. Tu m'as regardé croire ce mensonge pendant 14 ans. Tu m'as regardé lutter avec ça à chaque dîner de famille, chaque fête, chaque appel où tu me rappelais que Brooke était en avance et que j'étais en retard. Quand tu pourras dire cela, vraiment le dire sans en faire un discours sur toi-même, je répondrai à tes appels. La porte est ouverte, maman. Mais tu dois la franchir avec honnêteté. Acacia. Je l'ai lu 4 fois avant d'appuyer sur envoyer. Puis j'ai fermé mon ordinateur et je suis allé courir. Elle n'a pas répondu. Ça fait 3 mois. Elle ne répondra peut-être jamais. Et j'ai dû l'accepter. Je ne peux pas contrôler si Diane Forrester change. J'ai passé 32 ans à essayer de gagner son approbation, à essayer d'être assez bien, à essayer de rester assez petite pour qu'elle me remarque sans se sentir menacée. Rien de tout cela n'a fonctionné. Pas parce que je n'étais pas assez bien, mais parce que sa capacité à me reconnaître n'avait jamais été à propos de moi. C'était à propos d'elle. Je ne peux pas réparer sa blessure. Je peux seulement arrêter de la laisser saigner sur moi. Certains jours cela ressemble à de la liberté. Certains jours cela ressemble à du chagrin. La plupart des jours cela ressemble aux deux. Comme se tenir sur un pont entre qui j'étais et qui je deviens, en regardant dans les deux directions et en choisissant de continuer à avancer. Je ne vous raconte pas cela pour que vous ayez pitié de moi. J'avais de la nourriture sur la table. J'avais un toit. J'avais une sœur qui m'aimait. Même si ni l'une ni l'autre ne comprenions le tableau complet jusqu'à récemment. Ma vie n'était pas tragique. Elle a été redirigée. Et la redirection m'a coûté quelque chose que je ne peux pas calculer. 14 ans d'un chemin différent, d'un réseau différent, d'une version différente de moi-même. Mais je vous raconte cela parce que je pense que certains d'entre vous portent une version de ce mensonge en ce moment. Peut-être que votre mère vous a dit que vous n'étiez pas assez intelligent. Peut-être que votre père vous a dit que vous n'y arriveriez jamais dans ce domaine. Peut-être qu'un professeur vous a écarté, ou qu'un partenaire vous a convaincu que vos rêves étaient trop grands, ou que quelqu'un en qui vous aviez confiance a décidé de votre plafond pour vous, et vous vivez en dessous depuis. Ils avaient tort. Et voici la partie qui m'a pris 32 ans à apprendre, vous n'avez pas besoin qu'ils l'admettent.
Vous n'avez pas besoin de leurs excuses. Vous n'avez pas besoin de leur permission. Vous n'avez pas besoin qu'ils regardent une lettre avec un blason bleu et disent « Je suis désolé. J'avais tort ». Vous avez juste besoin d'arrêter de les croire. Je ne suis pas allé à Columbia pour prouver que ma mère avait tort. J'y suis allé parce que je le méritais. La fille qui avait rédigé cette dissertation de candidature à la bibliothèque publique après son shift chez Sales, elle le méritait. La femme qui avait construit une carrière dans la gestion de construction sans qu'une seule personne de sa famille dise « Je suis fier de toi ». Elle le méritait aussi. Quel que soit votre Columbia, le diplôme, la carrière, le déménagement, la limite, la conversation que vous repoussez depuis des années, allez-y. Ce n'est pas trop tard. Ce n'était jamais trop tard. La seule personne qui décide de votre plafond, c'est vous. Voici où j'en suis maintenant. Je suis en 2e semestre à la School of General Studies de Columbia. Je travaille toujours à temps partiel comme chef de projet. Il s'avère que gérer un planning de construction d'1 million de dollars est un excellent entraînement pour gérer une charge de cours universitaire. Mon conseiller dit que je suis en bonne voie pour obtenir mon diplôme en 2 ans et demi. J'envisage une mineure en études urbaines parce que la fille qui est tombée amoureuse des plans chez une entreprise de construction veut comprendre pourquoi les villes fonctionnent comme elles le font. Brooke et moi dînons une fois par mois, parfois en ville. Parfois elle monte à Morningside Heights et nous mangeons du Thai bon marché sur Broadway. Et elle me parle de Kyle et de l'appartement qu'ils rénovent et du chien qu'ils ont adopté. Un bâtard nommé Biscuit qui choisit tout. C'est le meilleur que notre relation ait jamais été. Honnête, sans filtre, sans tableau des scores. Patricia est sobre depuis le mariage. Elle dit qu'elle a arrêté de boire le matin qui a suivi, que quelque chose s'est débloqué quand le secret est sorti. Elle m'envoie un texto tous les lundis. Va le chercher cette semaine. Je réponds avec un thumb up et un emoji café. C'est notre truc. Et Diane. Ma mère n'a pas présenté d'excuses. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas appelé. Elle ne fera peut-être jamais aucune de ces choses. Et j'ai fait la paix avec ça. Ou je suis en train de faire la paix avec ça. Ce qui est une façon plus honnête de le dire parce que ma valeur n'a jamais été à elle de décider. Elle ne l'a jamais été. Et la fille qui a fourré 63 $ en billets de 5 froissés dans une enveloppe et a envoyé son rêve à New York. Elle le savait. J'ai juste oublié pendant un moment. Il y a 14 ans, une lettre a été jetée. Mais la fille à qui elle était adressée, elle est toujours là. Voilà mon histoire, et je veux connaître la vôtre. Laissez un commentaire. Avez-vous déjà découvert que quelqu'un dans votre famille vous avait retenu délibérément? Ou avez-vous déjà repris et poursuivi un rêve qu'on vous avait dit trop grand? Je lis chaque commentaire. Si cette histoire vous a touché, merci d'appuyer sur s'abonner. J'ai d'autres histoires comme celle-ci, et certaines sont encore plus folles. Consultez la description pour la suivante. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour ouvrir la porte qu'ils ont essayé de fermer. À bientôt dans la prochaine.